Mon père a crié devant tout le monde, « Tu n'arriveras jamais à rien ». J'ai souri et j'ai dit doucement, « Peut-être que vous avez raison ». Puis je me suis retourné, je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans regarder en arrière. Des heures plus tard, un de mes proches m'a envoyé un texto, « Sais-tu ce qu'il a fait après ton départ ?» J'ai répondu, « Quoi ?» Je n'aurais jamais pensé que mon propre père le dirait à voix haute, surtout pas devant toutes les personnes qui comptaient. Je m'appelle Chloé. J'ai 29 ans, et j'étais debout dans une salle des fêtes locales, entouré de ma famille, quand tout a basculé en un instant. La réunion était censée être une routine, des visages familiers, des conversations polies, rien qui ne requiert une attention particulière. J'avais appris à rester silencieuse dans ces pièces, à garder une posture stable, à écouter sans réagir. Ce soir-là, le silence ne m'a pas protégé. Il a haussé la voix sans hésitation, assez fort pour interrompre les conversations voisines, assez fort pour que les gens se retournent. Il n'a pas baissé le ton ni adouci ses paroles. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu n'arriveras jamais à rien ». La phrase a atterri exactement là où il le voulait, non pas comme une opinion, non pas comme de la frustration, mais comme un jugement final prononcé à voix haute. Je n'ai pas argumenté. Je ne lui ai pas demandé d'arrêter. Je ne me suis pas expliqué. Je l'ai regardé et j'ai répondu, « Peut-être que vous avez raison ». Je l'ai dit calmement, sans sarcasme, sans émotion, parce que toute réaction plus forte lui aurait donné le contrôle du moment. J'ai pris mes clés et je suis sorti. Je n'ai pas attendu les réactions, les excuses ou les expressions choquées. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans regarder en arrière, laissant le bruit derrière moi, là où il devait rester. Quelques heures plus tard, alors que j'essayais encore de calmer ma respiration, mon téléphone a vibré. C'était un message d'un membre de la famille qui était resté. Les mots étaient brefs, prudents, presque hésitants, « Sais-tu ce qu'il a fait après ton départ ?» Avant d'aller plus loin, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne et restez avec moi. Si vous avez déjà gardé le silence pour survivre à un moment comme celui-ci, vous reconnaîtrez peut-être ce qui a suivi. Avant ce soir-là, j'avais appris à vivre avec certaines règles au sein de ma famille. Papa croyait que l'ordre importait plus que le confort, et il définissait le bien et le mal comme des choses qui lui permettaient de garder le contrôle. Ses opinions étaient traitées comme des décisions finales, non pas parce qu'elles étaient toujours justes, mais parce que les remettre en question ne faisait qu'empirer les choses. J'ai appris très tôt qu'il était plus sûr d'être conciliante que d'être honnête, même quand l'honnêteté m'aurait coûté moins cher que le silence sur le long terme. Rien de ce que je faisais n'était ouvertement scandaleux. Pourtant, tout ce que je faisais semblait ne jamais mériter son approbation. Le problème n'était jamais une erreur spécifique qui pouvait être corrigée. C'était l'idée que j'avais besoin de correction constante. Si je parlais trop directement, on me qualifiait de difficile. Si je restais silencieuse, on me disait que je manquais d'initiative. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, toujours une raison de me rappeler que je n'étais pas tout à fait à la hauteur. Ma mère jouait un rôle plus discret dans tout cela. Ma mère préférait le calme à la confrontation, même lorsque le calme se faisait aux dépens de quelqu'un d'autre. Elle baissait les yeux lorsque les conversations devenaient vives, offrant de petits gestes au lieu de protection. Son silence n'était jamais bruyant, mais il était constant, et avec le temps, il est devenu une autre règle que j'ai appris à ne pas contester. Mon frère, Luc, s'intégrait facilement dans l'espace que notre père valorisait le plus. Il comprenait quand parler, quand être d'accord et quand rester aligné sur les attentes fixées pour lui. Sa position dans la famille n'a jamais été annoncée ou défendue. Elle existait simplement, renforcée par des décisions quotidiennes qui montraient clairement quel choix avait du poids. J'ai remarqué la différence sans qu'on ait besoin de me l'expliquer, et j'ai appris à la contourner plutôt qu'à la combattre. La réunion de famille de ce soir-là avait été planifiée des semaines à l'avance, présentée comme quelque chose de simple et nécessaire. Elle visait à rassembler les membres de la famille, à renforcer les liens et à montrer que tout fonctionnait comme il se devait. On s'attendait à ce que j'y assiste, non pas parce que ma présence importait, mais parce que mon absence aurait soulevé des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Refuser n'a jamais été présenté comme une option. J'y suis allé parce qu'éviter les conflits était devenu une seconde nature, et parce que je m'étais convaincu que ça passerait comme les autres fois. Je savais comment rester calme, comment répondre poliment, comment me faire assez petite pour éviter d'attirer l'attention. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le changement de ton, le moment où la critique a cessé d'être implicite pour devenir quelque chose de déclaré ouvertement.
Avec le recul, le schéma était évident. Il ne s'agissait jamais d'un seul commentaire ou d'une seule soirée. Il s'agissait d'années de jugements silencieux qui avaient finalement trouvé une voie publique. J'avais été corrigé en privé assez souvent pour que la seule nouveauté de ce moment soit le public. Les mots eux-mêmes étaient familiers, même si le cadre ne l'était pas. C'est cette différence qui comptait. Être rabaissé à huis clos enseigne l'endurance. Être rabaissé devant les autres change la perception de tout. Cela transforme un déséquilibre privé en quelque chose de partagé, quelque chose qui n'appartient plus seulement aux personnes impliquées. Ce qui s'est passé ce soir-là n'est pas sorti de nulle part, mais cela a franchi une ligne qu'on ne pouvait pas reculer, que quiconque soit prêt à l'admettre ou non. Quelques heures après avoir quitté le bâtiment, mon téléphone s'est allumé avec un message que je ne m'attendais pas à recevoir ce soir-là. Il venait de ma tante, Sylvie, et le ton était prudent d'une manière qui m'a immédiatement semblé différente. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais ni si j'étais bien rentré. Elle a écrit qu'elle pensait que je devais savoir quelque chose avant de l'apprendre par quelqu'un d'autre. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre, sentant déjà que ce qui allait suivre n'allait pas rendre la soirée plus facile à digérer. Sylvie a expliqué qu'après mon départ, papa ne m'avait pas suivi et n'avait pas tenté de calmer la situation. Au lieu de cela, il était resté et avait parlé en privé avec les responsables de la salle des fêtes. Il avait attendu que la pièce se calme avant de les approcher, choisissant un moment où sa voix semblerait raisonnable plutôt qu'émotive. Selon elle, il a présenté la conversation comme une préoccupation, pas comme de la colère, ce qui l'a rendu beaucoup plus efficace. Il leur a demandé de documenter ce qu'il a appelé un « incident » me concernant. Il ne l'a pas décrit comme un désaccord familial ou un malentendu qui a dégénéré. Il l'a décrit comme une perturbation qui devait être notée pour référence future. Sylvie a dit qu'il avait été prudent avec son langage, évitant tout ce qui semblait personnel tout en rendant son point de vue assez clair pour avoir du poids. Papa leur a dit que j'avais été agité, imprévisible et inapproprié pour un espace communautaire partagé. Il a suggéré que mon comportement reflétait des problèmes continus plutôt qu'un seul moment. Il n'a pas haussé la voix et n'a pas exagéré la scène elle-même. Au lieu de cela, il s'est concentré sur le caractère, insinuant une instabilité sans jamais utiliser le mot directement. Le résultat était pire qu'une accusation dramatique parce qu'il semblait calme, délibéré et responsable. Ce que je n'avais pas réalisé jusqu'à ce que Sylvie me l'explique, c'est avec quelle facilité ces paroles ont été acceptées. Les organisateurs ont écouté, hoché la tête et pris des notes. Ils lui ont fait confiance parce qu'il était impliqué dans la communauté depuis des années, parce qu'il savait se présenter comme quelqu'un veillant au bien commun. Personne n'a demandé ma version des faits. Personne ne s'est demandé si son récit correspondait à ce qui s'était réellement passé. À la fin de cette conversation, mon nom avait été ajouté à un rapport interne. Ce n'était pas dramatique ou visible, juste un dossier qui me suivrait discrètement. Sylvie a dit que c'était présenté comme une documentation de routine, quelque chose fait pour garantir que les futurs rassemblements restent sûrs et ordonnés. Entendre cela m'a noué l'estomac d'une manière qui semblait différente de la gêne ou de la colère. L'impact est devenu plus clair plus tard dans la nuit quand j'ai vérifié mes courriels. Un programme communautaire auquel j'étais lié de manière informelle a envoyé un bref message disant que ma participation était mise en attente. Il n'y avait aucune explication au-delà d'une vague référence à des préoccupations récentes. La formulation était polie, presque apologétique, ce qui rendait plus difficile de s'y opposer. Ce n'était pas un rejet, mais c'était une pause qui entraînait des conséquences. Assis seul avec cette information, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était réellement passé. Ce n'était pas une réaction émotionnelle au fait d'avoir été défié en public. C'était une manœuvre calculée, conçue pour réaffirmer son contrôle une fois le public parti. Papa ne s'était pas emporté parce qu'il était contrarié. Il avait attendu de pouvoir façonner le récit tranquillement, sachant que le silence ferait plus de dégâts que la confrontation. Ce qui m'a le plus troublé, c'est à quel point le schéma m'a soudain semblé familier. C'était la même approche qu'il avait utilisée au sein de la famille pendant des années, simplement appliquée à plus grande échelle. La différence était que maintenant, cela impliquait des institutions, des dossiers et des opportunités qui s'étendaient au-delà des relations privées. Il ne s'agissait plus seulement de la façon dont j'étais traité à la maison. Je n'ai pas répondu à Sylvie tout de suite. J'avais besoin de temps pour digérer la prise de conscience que cela avait été planifié, et non improvisé. Comprendre cette distinction a changé ma perception de tout ce qui a suivi.
Cela m'a dit que ce qui viendrait ensuite ne serait pas non plus accidentel. Peu de temps après, les conséquences de cette décision ont commencé à faire surface de manière que je ne pouvais plus ignorer. 2 jours plus tard, j'ai arrêté de réagir et j'ai commencé à prêter une attention plus particulière à ce qui avait été tranquillement ignoré pendant des années. J'ai repassé en revue des conversations, des messages et des moments que j'avais écartés comme étant inconfortables mais inoffensifs à l'époque. Ce qui ressortait n'était pas un incident unique, mais un schéma familier qu'il est soudain devenu impossible de ne plus voir. Papa s'était toujours positionné comme quelqu'un protégeant l'ordre, mais la manière dont il imposait cet ordre lui profitait systématiquement. Chaque fois que quelqu'un défiait son autorité, la réponse était rarement directe, et les conséquences apparaissaient plus tard, présentées comme des problèmes sans rapport. Plus j'examinais le passé, plus il devenait clair que je n'étais pas la première personne qui l'avait traité de cette manière. Sylvie a partagé des détails qu'on ne m'avait jamais racontés auparavant, parlant prudemment comme si elle testait la quantité de vérité que j'étais prête à entendre. Elle a décrit d'autres situations où papa avait soulevé des préoccupations à huis clos, toujours avec le même langage calme et le même ton mesuré. Il n'a jamais accusé personne ouvertement, et il n'a jamais confronté les gens de manière à ce que cela puisse être remis en question. Au lieu de cela, il a documenté, rapporté et suggéré des schémas de comportement que d'autres ont acceptés sans examen. Sylvie a expliqué que dans ces cas, les personnes impliquées se sentaient souvent confuses plutôt qu'en colère. Les opportunités disparaissaient, les invitations cessaient d'arriver et les explications restaient vagues. La plupart d'entre elles supposaient que le problème venait de leur propre comportement, ne réalisant pas comment le récit avait été façonné avant même qu'elles sachent qu'une discussion avait lieu. Entendre cela a changé quelque chose en moi car cela a placé mon expérience dans un cadre plus large qui s'étendait bien au-delà de la dynamique familiale. Lorsque la nouvelle a commencé à circuler parmi les membres de la famille, les réactions ont été discrètes plutôt que conflictuelles. Certains ont exprimé leur inquiétude sans offrir de soutien, tandis que d'autres ont choisi de prendre leur distance sous prétexte de rester neutres. Les conversations sont devenues plus courtes, les réponses plus lentes et les invitations plus sélectives. Ce n'était pas de l'hostilité ouverte, mais ce n'était pas non plus de la loyauté. La famille ne s'est pas divisée en camps clairs, et personne ne m'a ouvertement défendu, ce qui a rendu le silence plus lourd qu'une opposition directe. Ce qui m'a le plus surprise, c'est la rapidité avec laquelle l'attention s'est déplacée de ce que papa avait fait vers la manière dont je devais gérer la situation. On m'a conseillé d'être patiente, de laisser les choses se tasser, d'éviter d'envenimer la situation. Le message sous-jacent était clair, même s'il n'était pas exprimé, préserver la structure existante importait plus que de remettre en question son fonctionnement. Mon malaise était traité comme un effet secondaire regrettable plutôt que comme un problème méritant d'être résolu. En écoutant ces réponses, il est devenu évident qu'il ne s'agissait jamais seulement d'une relation tendue entre un père et sa fille. Il s'agissait de savoir qui contrôlait l'histoire et qui en absorbait les conséquences. Papa n'avait pas besoin d'être d'accord pour maintenir son pouvoir, il avait besoin de soumission. Et la famille avait appris avec le temps que la soumission rendait les choses prévisibles. Contester cet arrangement menaçait la stabilité, ce qui rendait les gens suffisamment mal à l'aise pour détourner le regard. Comprendre cela a complètement recadré la situation. Le problème n'était pas un malentendu ou des sentiments blessés qui pouvaient être résolus par la conversation. C'était un système bâti sur l'autorité qui décourageait la prise de responsabilité. Une fois que j'ai reconnu cela, le poids émotionnel a changé. J'ai arrêté de me demander ce que j'aurais pu faire différemment et j'ai commencé à me demander pourquoi les mêmes schémas étaient autorisés à se poursuivre sans contrôle. Cette prise de conscience n'a pas apporté de soulagement, mais elle a apporté de la clarté. Elle a expliqué pourquoi personne n'était intervenu et pourquoi papa s'était senti confiant d'agir comme il l'a fait. Le pouvoir fonctionne mieux lorsqu'il semble raisonnable, et son contrôle avait été déguisé en responsabilité pendant si longtemps que peu de gens le remettaient en question. Voir clairement la structure signifiait que je ne pouvais plus prétendre qu'il s'agissait d'un incident isolé, et cela m'a forcé à accepter que le problème était plus vaste qu'une seule soirée ou un seul commentaire. Environ une semaine plus tard, j'ai cessé d'éviter l'inévitable et j'ai décidé de l'affronter directement. J'ai demandé à papa de me rencontrer en personne, non pas pour me disputer, mais pour l'entendre expliquer ce qu'il avait fait sans intermédiaire ni versions adoucies transmises par d'autres. Quand nous nous sommes assis, j'ai parlé prudemment, choisissant des mots qui laissaient peu de place à la dérobade. Je lui ai dit que je savais qu'il avait contacté les organisateurs et m'avait décrite de manière à nuire à ma réputation. Je lui ai demandé pourquoi il croyait que c'était justifié,
et j'ai attendu une réponse qui reconnaissait sa responsabilité. Il n'a pas hésité. Il s'est adossé et a balayé la situation en disant que c'était quelque chose que j'avais mal compris. Il a dit que j'y interprétais trop, que mes réactions avaient toujours été excessives et que ma sensibilité créait des problèmes là où il n'y en avait pas. Selon lui, rien de ce qu'il avait fait n'était nuisible, et si des conséquences s'ensuivaient, elles étaient simplement le résultat de la façon dont les autres percevaient mon comportement. Son ton est resté constant, presque rassurant, comme si recadrer les événements aurait dû suffire à mettre fin à la conversation. J'ai insisté, expliquant que les plaintes documentées n'existent pas dans le vide et que qualifier quelqu'un d'instable a de réelles conséquences. Il m'a interrompu, insistant sur le fait que ses intentions étaient protectrices, et non punitives. Il a affirmé qu'il prévenait des problèmes potentiels et maintenait des normes, sans me viser personnellement. En l'écoutant parler, j'ai réalisé à quel point ce récit était profondément répété et poli par des années de répétition sans contestation. Luc est intervenu avant que je puisse répondre davantage. Il m'a dit que j'aggravais la situation en refusant de laisser tomber. Il a dit que les affaires de famille devaient rester privées et que continuer cette conversation ne ferait qu'embarrasser tout le monde. Il m'a exhorté à me taire, à penser aux apparences et à me souvenir que les réputations, une fois endommagées, sont difficiles à réparer. Son inquiétude ne portait pas sur ce qui s'était passé, mais sur l'image que cela pourrait donner si le conflit continuait. Ce moment a tout clarifié. Chaque tentative que je faisais pour m'expliquer était redirigée vers la préservation de l'image d'unité. La demande de compte était traitée comme une perturbation tandis que le silence était loué comme de la maturité. Je pouvais voir comment la structure fonctionnait maintenant non pas par la force, mais par une pression subtile pour se conformer. Dire la vérité était présenté comme égoïste, tandis qu'absorber le mal était présenté comme une responsabilité. Je leur ai dit à tous les deux que j'en avais fini d'essayer d'être comprise au sein d'un système qui exigeait mon silence pour fonctionner. J'ai dit que continuer à participer signifiait accepter une version de moi-même que je ne reconnaissais pas, une version définie par le confort des autres plutôt que par ma propre réalité. Mes paroles n'ont pas fait monter le ton ni provoqué d'indignation. Pourtant, la pièce semblait tendue parce que j'avais cessé de négocier. Papa a répondu en m'avertissant que me retirer m'isolerait. Il a dit, les familles ne fonctionnent pas comme ça, et cette distance crée des regrets. Luc lui a fait écho, ajoutant que partir serait perçu comme dramatique et inutile. Aucun d'eux n'a demandé ce dont j'avais besoin ou n'a reconnu ce qui m'avait été enlevé. Leur préoccupation est restée centrée sur la stabilité, non sur l'équité. J'ai écouté sans interrompre, puis j'ai énoncé ma décision clairement. Je leur ai dit que je me retirais des réunions de famille, des événements partagés et des obligations informelles. J'ai expliqué que ce n'était ni une punition ni une vengeance, mais une limite que je devais établir pour me protéger. J'ai dit que je n'assisterais plus à des événements où ma présence exigeait le silence ou l'effacement de soi. La réaction a été contenue plutôt qu'explosive. Papa m'a accusé de surréagir une fois de plus, tandis que Luc secouait la tête, l'air déçu. Il n'y a eu aucune tentative de compromis ou de compréhension de mon point de vue. Cette absence a confirmé ce que les mots ne pouvaient pas dire. Cette structure ne pliait pas, et elle n'écoutait pas. Quitter cette conversation m'a semblé plus lourd que de quitter la salle quelques jours plus tôt. Pourtant, cela m'a aussi semblé définitif. Je n'espérais plus de reconnaissance ou de réparation. Je comprenais que rester signifierait continuer à jouer un rôle dont j'étais sorti. Partir signifiait l'incertitude, mais cela signifiait aussi l'honnêteté. Pour la première fois, ma décision n'était pas façonnée par la peur des conséquences, mais par la clarté sur ce que je n'étais plus disposé à accepter. Peu de temps après, les conséquences ont commencé à se propager au-delà de ma famille, s'immisçant dans des espaces où mon nom de famille avait toujours été traité comme neutre jusqu'à ce que, soudainement, ce ne soit plus le cas. Le changement a été subtil au début. Les conversations au travail ont changé de ton sans explication. Les invitations ont cessé d'arriver et les personnes qui parlaient autrefois ouvertement avec moi sont devenues prudentes dans leurs paroles. Je n'ai pas été confronté directement. Pourtant, je pouvais sentir que quelque chose avait été placé entre moi et la communauté que j'avais mis des années à construire. Il est devenu clair que la version de moi qui circulait n'était plus façonnée par mes actions, mais par une histoire à laquelle je n'avais ni accès ni contrôle. J'ai appris par des commentaires indirects que des préoccupations avaient été soulevées au sujet de mon comportement, formulées comme des avertissements discrets plutôt que des accusations. J'étais décrite comme imprévisible,
difficile à côtoyer et émotionnellement instable de manière délibérément vague. Aucun incident spécifique n'a jamais été mentionné, ce qui a rendu les dommages plus difficiles à réparer. Quand une réputation est remise en question sans détail, le déni semble défensif même s'il est véridique. Cela a commencé à affecter ma situation professionnelle. Une opportunité communautaire pour laquelle je me préparais a été mise en pause sans explication, suivie d'un message poli indiquant que les circonstances avaient changé. On m'a dit que c'était temporaire, bien qu'aucun calendrier n'ait été proposé. La formulation suggérait la prudence plutôt que le rejet, mais la prudence seule suffisait à stopper un élan que je ne pouvais pas facilement reconstruire. J'ai compris alors que l'impact n'était pas accidentel et que le silence était utilisé comme une preuve contre moi. Sophie, ma meilleure amie, a remarqué le changement avant que je ne l'explique. Elle n'a pas insisté pour avoir des détails ni encouragé la confrontation. Au lieu de cela, elle a écouté pendant que je racontais ce qui s'était passé, me laissant finir sans m'interrompre ni minimiser le poids de la situation. Sa présence m'a ancré pendant une période où je commençais à douter de mes propres perceptions, ce qui était plus déstabilisant que les conséquences externes elles-mêmes. Malgré la pression croissante, j'ai choisi de ne pas répondre publiquement. Je n'ai pas fait de déclaration, je ne me suis pas défendu en ligne, et je n'ai pas tenté de corriger le récit qui circulait par des canaux informels. Je comprenais que tout ce que je dirais serait filtré à travers le même prisme qui m'avait déjà étiqueté comme un problème. Rester silencieuse n'était pas un aveu de culpabilité, mais un refus de jouer un rôle pour un système qui récompensait la soumission plutôt que la vérité. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est comment ce silence a commencé à changer la direction de l'histoire. Sans ma réaction, l'attention pointée sur moi s'est lentement retournée vers la source. Des questions ont commencé à circuler au sein de la communauté sur les raisons pour lesquelles des préoccupations avaient été soulevées sans preuve et pourquoi des canaux officiels avaient été utilisés pour traiter ce qui était censé être un problème personnel. Quelques personnes ont commencé à se demander combien de fois des avertissements similaires avaient été déposés et contre qui. J'ai appris que ce n'était pas la première fois que mon père intervenait dans les affaires communautaires sous couvert de préoccupations. D'autres avaient vécu des situations similaires des années auparavant, bien qu'aucune n'ait été aussi visible que la mienne. Le schéma était discret mais constant, s'appuyant sur l'autorité plutôt que sur la responsabilité. Cette fois, cependant, l'absence d'escalade de ma part a laissé place à un examen minutieux plutôt qu'à une distraction. Finalement, les organisateurs qui avaient mis mon opportunité en pause m'ont recontacté, cette fois en posant des questions au lieu de prendre des décisions. Ils voulaient des éclaircissements sur la plainte originale, des documents pour la soutenir et un contexte qui avait été auparavant jugé inutile. L'absence de preuves est devenue difficile à ignorer, et la crédibilité du rapport a commencé à s'affaiblir. Je n'ai pas été réhabilité du jour au lendemain, et les dommages n'ont pas complètement disparu. La confiance ne revient pas sur commande, surtout lorsque le doute a été introduit délibérément. Néanmoins, le récit qui circulait autrefois librement rencontrait maintenant de la résistance, et l'autorité qui le soutenait n'était plus acceptée sans examen. J'ai réalisé que si le silence m'avait coûté à court terme, il m'avait aussi empêché de renforcer une histoire qui n'avait jamais été la mienne à porter. En choisissant de ne pas m'engager, je m'étais retiré du rôle que l'on attendait de moi. Les conséquences étaient réelles, mais elles n'étaient plus unilatérales. Pour la première fois, l'influence sur laquelle mon père comptait était remise en question, non pas par moi, mais par les structures mêmes qu'il avait utilisées pour contrôler le récit. Plusieurs semaines plus tard, le changement qui avait été lent et subtil est finalement devenu impossible à ignorer. Ce qui avait commencé comme de discrètes questions au sein de la communauté s'est transformé en examen formel des décisions passées que papa avait influencées au fil des ans. Les gens ont commencé à ressortir de vieux dossiers, des comptes rendus de réunions et des rapports informels qui avaient autrefois été acceptés sans hésitation. Des schémas que personne n'avait voulu nommer auparavant sont apparus, des plaintes qualifiées de « préoccupations », des avertissements qui ne contenaient jamais de preuves, des situations où l'autorité remplaçait l'équité sous le couvert de la responsabilité. Le rôle de papa dans la communauté a changé presque du jour au lendemain. Les invitations ont cessé d'arriver. Ses opinions n'étaient plus traitées comme finales. Lors des réunions, ses paroles étaient notées au lieu d'être acceptées sans discussion. Le respect qu'il imposait autrefois par sa seule assurance a commencé à s'éroder, remplacé par une distance polie et un langage prudent. Personne ne l'a confronté directement, mais le silence qui l'entourait semblait différent du silence qui m'avait entouré auparavant. Cette fois, il portait le doute plutôt que le rejet. La famille ne pouvait plus le protéger.
Pendant des années, la loyauté interne avait fonctionné comme un tampon, lissant ses actions avant qu'elles n'atteignent la surface. Maintenant, ce tampon s'est fissuré. Les proches qui esquivaient autrefois les questions ont commencé à prendre du recul. Certains évitaient complètement le sujet. D'autres admettaient ne pas vouloir s'impliquer. L'accord tacite de protéger les apparences ne tenait plus, surtout une fois que des yeux extérieurs observaient. Luc a remarqué le changement avant que papa ne le reconnaisse. Sa position avait toujours dépendu de son alignement avec le bon côté de l'autorité, ce côté n'était plus stable. Les conversations qui semblaient autrefois confiantes sont devenues prudentes. Il a cessé de parler au nom de la famille dans les espaces publics. Quand il parlait, il pesait chaque mot avec soin, comme s'il testait le terrain sous ses pieds. La confiance qu'il portait autrefois comme une armure ressemblait maintenant à quelque chose qu'il avait peur de perdre. J'ai observé tout cela sans intervenir. Je n'ai pas fourni de documents ni poussé à la prise de responsabilité. Je n'ai pas corrigé les récits ni souligné les contradictions. Les systèmes sur lesquels papa s'appuyait faisaient le travail eux-mêmes. Quand l'autorité est bâtie sur le contrôle plutôt que sur la confiance, elle n'a pas besoin d'opposition pour s'effondrer. Elle n'a besoin que d'attention. À la maison, la dynamique a également changé. Les conversations qui tournaient autrefois autour des attentes et de la soumission sont devenues plus courtes et plus tendues. Papa a d'abord qualifié la situation de malentendu, puis de surréaction. Quand ses explications ont échoué, il a blâmé la pression extérieure et les gens qui manquaient de contexte. Rien de tout cela n'a changé le résultat. L'influence dépend de la crédibilité, et la crédibilité ne survit pas à un examen répété. Luc m'a approché une fois pendant cette période, parlant plus prudemment que je ne l'avais jamais entendu parler. Il ne s'est pas excusé ni n'a reconnu ce qui m'était arrivé directement. Au lieu de cela, il m'a demandé si je comptais m'impliquer, comme si mon silence était devenu sa propre source d'incertitude. Je lui ai dit la vérité, je n'avais aucune intention de retourner dans une structure qui m'avait déjà montré comment elle fonctionnait. Mon rôle était terminé. Cette réponse l'a troublé plus que la colère n'aurait jamais pu le faire. Sans ma participation, il n'y avait pas d'équilibre familier auquel revenir. La hiérarchie, il le comprenait, dépendait de quelqu'un qui absorbait la pression en silence. Quand cela a cessé, tout le monde a dû s'adapter. À ce moment-là, je préparais déjà ma décision finale. Elle n'était ni soudaine, ni émotionnelle. Elle était pratique. J'ai examiné ce que rester connecté exigerait et ce que cela coûterait. J'ai comparé cela à la vie que je construisais sans correction constante, justification ou silence. Le contraste était clair. Les conséquences communautaires ont continué à se dérouler sans mon implication. Papa a perdu son autorité informelle, puis ses rôles formels. Les comités se sont réorganisés. Les responsabilités ont été réattribuées. Son nom n'avait plus de poids par défaut. Rien de tout cela n'a été présenté comme une punition. C'était présenté comme une procédure, ce qui rendait impossible de s'y opposer sans exposer les schémas même en cours d'examen. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en voyant cela se produire. Ce que j'ai ressenti, c'était de la clarté. Le mal qui m'avait été fait n'avait jamais été personnel de la manière dont je le croyais autrefois. Il était structurel. Une fois la structure remise en question, tout ce qui était bâti dessus s'est affaibli. Au moment où j'ai fini de faire mes plans, le résultat était inévitable. La distance que j'avais créée n'était plus temporaire. Elle était nécessaire. Je ne partais pas en colère ni n'attendais une clôture qui ne viendrait jamais. Je choisissais un avenir où ma valeur n'était pas négociée au sein du système de quelqu'un d'autre. Les conséquences s'étaient retournées contre leur source, non pas parce que je les avais poussées, mais parce que je m'étais écarté et les avais laissées avancer d'elles-mêmes. 3 mois plus tard, la distance entre mon ancienne vie et ma vie actuelle semblait permanente plutôt que temporaire. Les conséquences qui semblaient autrefois abstraites étaient devenues visibles de manière concrète. Papa ne détenait plus l'autorité informelle sur laquelle il s'était appuyé pendant des années. Les invitations ont cessé d'arriver. Son opinion n'était plus considérée comme un raccourci vers un accord, et les personnes qui le défendaient autrefois évitaient désormais de parler en son nom. Ceux qui l'avaient ouvertement soutenu ont subi leurs propres conséquences plus discrètes, perdant influence et crédibilité à mesure que la structure dont ils dépendaient s'effondrait lentement. Personne n'a qualifié cela de punition. Pourtant, le changement était indéniable et irréversible.
Pour moi, la vie s'est installée dans un rythme qui ne tournait plus autour de l'anticipation ou de l'autocorrection. J'ai construit des routines sans vérifier comment elles pourraient être interprétées par les attentes familiales. Mon travail est devenu plus concentré car il n'était plus filtré par l'anxiété concernant ma réputation. Les liens sociaux semblaient plus légers car je n'avais pas besoin d'expliquer une absence ou de justifier des limites. L'espace que j'ai créé a permis à la clarté de remplacer la vigilance. Et cette clarté est devenue le fondement de tout ce qui a suivi. La décision de couper les ponts complètement n'est pas venue de la colère ou d'un désir de prouver quoi que ce soit. Elle est venue de la compréhension des schémas avec suffisamment de distance pour les voir clairement. La réconciliation aurait nécessité de revenir à une dynamique où ma valeur était négociable, où le silence était traité comme de la soumission et où la responsabilité était toujours redirigée. J'ai choisi de ne pas offrir une autre occasion à ce cycle de se répéter. Il n'y a pas eu d'ultime dispute ni de sortie spectaculaire. J'ai cessé de répondre, cessé d'assister aux événements et cessé de m'expliquer. La séparation a été silencieuse mais ferme. Sans ma présence, le récit familial a eu du mal à conserver sa forme. Les tentatives de me faire revenir étaient indirectes et incohérentes, souvent présentées comme de l'inquiétude plutôt que comme de la responsabilité. Je n'ai pas réagi. La distance n'était plus une réaction, mais une décision ancrée dans le respect de soi. Avec le temps, l'absence s'est normalisée et la pression pour que je revienne s'est estompée à mesure que les gens s'adaptaient à une réalité où je n'étais plus disponible pour stabiliser les tensions ou absorber l'inconfort. Ce qui m'a le plus surprise, c'est le peu d'efforts qu'il a fallu pour maintenir cette limite une fois qu'elle était en place. La peur qui accompagnait autrefois le fait de s'éloigner s'est dissoute à mesure que ma vie se remplissait de buts plutôt que de défense. J'ai appris que la paix n'exige pas une négociation constante lorsque le coût de la négociation est la dignité. Mon sentiment de valeur ne dépendait plus de la reconnaissance de ceux qui refusaient de l'avoir. La famille ne donne à personne le droit de diminuer votre valeur ou de réécrire votre réalité. Le respect ne se gagne pas par l'endurance, ni la loyauté ne se prouve par le silence. Le respect de soi commence parfois par quitter les espaces qui exigent que vous vous fassiez plus petit pour y appartenir. Partir n'est pas une faiblesse lorsque rester exige que vous abandonniez qui vous êtes. Se choisir